Le jour où on m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac, je tenais un test de grossesse. Mon petit ami m'a envoyé un message, disant qu'il voulait reporter notre mariage. Je suis restée assise devant l'hôpital, hébétée, tenant un test de grossesse positif pendant un long moment. Mon téléphone a vibré. C'était mon petit ami depuis 8 ans. Ethan Léa, à propos du mariage. Peut-on y réfléchir encore un peu? D'accord. Ce n'est pas que je ne veux pas t'épouser. Il a semblé stupéfait de mon accord immédiat. Après un moment de silence, il a marmonné qu'il ne rentrerait pas pour le dîner et a raccroché précipitamment. Ethan et moi étions ensemble depuis 8 ans. Nous étions censés nous marier bientôt. Nous avions lancé une entreprise ensemble juste après notre diplôme et l'année dernière, elle a finalement décollé. Nous avons acheté une voiture, versé un acompte pour une nouvelle maison et étions sur le point de commencer les rénovations. Si je n'étais pas tombé malade, nous aurions peut-être eu un bébé doux et minuscule dormant dans mes bras l'année prochaine. Comme Ethan ne rentrait pas, je me suis préparé un simple bol de nouilles aux légumes, me demandant comment j'allais tout lui annoncer. Après tout, nous avions convenu l'année dernière de nous marier avant la fin de cette année. Mon médecin, une femme aimable pas beaucoup plus âgée que moi, m'a déconseillé de garder le bébé et m'a exhorté à commencer le traitement immédiatement. Elle a dit que comme j'étais si jeune, le taux de guérison était élevé et que je ne devais pas avoir peur. Je n'avais pas si peur que ça parce que j'avais Ethan. Il serait toujours là pour moi. La sonnette a retenti. J'étais surprise qu'Ethan sonne à la porte. Quand j'ai ouvert, un Ethan légèrement ivre s'appuyait sur une nouvelle employée que nous avions embauchée le mois dernier. Une jeune diplômée nommée Chloé. Léa, nous recevions un client. Monsieur Miller a un peu trop bu. Sa voiture est garée en bas, a dit Chloé, le visage rouge, en lissant ses cheveux en désordre. Elle portait une jolie robe d'été à fleurs. Je l'ai juste ramenée. Je peux rentrer en taxi. Ethan, les yeux vitreux, s'est effondré sur le canapé et s'est endormi. J'ai pris sa veste de costume. Elle était imprégnée du léger parfum de fleurs d'oranger de Chloé. Merci, Chloé, ai-je dit avec un sourire. Il est trop tard. Laisse-moi te ramener. Je ne suis pas tranquille à l'idée que tu prennes un taxi seul à 7 heures. Chloé a poliment refusé au début, mais a fini par céder. Léa, quand allez-vous vous marier, a demandé Chloé timidement en chemin. Je me suis figé, pensant à l'appel d'Ethan plus tôt. J'ai forcé un sourire. On va attendre encore quelques années que l'entreprise se stabilise et que ma santé se stabilise. Oh, je vois. Chloé a regardé par la fenêtre, perdue dans ses pensées, puis a soudainement baissé les yeux et a souri doucement. Je comprends. Après avoir déposé Chloé, j'ai garé la voiture et je me suis souvenu de la vitamine que j'avais achetée et qui se trouvait dans la boîte à gants. J'ai ouvert la portière côté passager et j'ai remarqué un petit sachet en aluminium carré et déchiré, coincé dans la couture de la boucle de ceinture de sécurité. Le lubrifiant du sachet s'est écoulé sur ma main. Je me suis figé. J'ai soudainement pensé à la robe d'été de Chloé. Son visage rouge quand elle a ouvert la porte. L'appel téléphonique d'Ethan cet après-midi et la façon dont il avait évité mon regard, feignant l'ivresse. Je suis restée assise, stupéfaite, sur le siège passager. Tant de choses s'étaient passées en une seule journée. Je ne savais même pas par où commencer pour tout assimiler. Ethan et moi avons commencé à sortir ensemble pendant notre première année d'université. C'est lui qui m'a courtisé. À l'époque, je travaillais dans un restaurant de soupe de nouilles au bœuf près du campus pour payer mes frais de scolarité. Ethan a eu le coup de foudre pour moi. Pour me conquérir, lui, un véritable gosse de riche, n'a mangé que de la soupe de nouilles au bœuf pendant une année entière. Le jour où j'ai accepté d'être sa petite amie, il en était si écœuré qu'il a vomi dans le restaurant. À ce jour, il ne supporte pas l'odeur. Sachant que j'étais fier, il mangeait avec moi à la cafétéria bon marché, me forçant toujours à prendre des fruits et du lait. Et si ma future femme devenait malnutrie? Sachant que je détestais l'odeur de la fumée, il a arrêté net. Une fois, alors qu'une envie le prenait violemment, il a sorti une sucette devant ses amis stupéfaits, le visage rougissant en essayant de sauver la face. Qu'est-ce que vous y connaissez? C'est ce que fait un homme qui a une famille. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'Ethan voyait en moi. Il mesurait 1,83 m, était beau et venait d'une famille riche. Mais Ethan s'en fichait. Il disait, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes, c'est tout. Il était du genre têtu.
Le genre à suivre un chemin jusqu'au bout une fois qu'il l'avait choisi. Je l'ai bien vu le soir où il m'a emmené chez ses parents pour le réveillon du Nouvel An. Je me tenais maladroitement devant eux, serrant un panier de fruits. Les parents d'Ethan étaient polis et accueillants. Alors que la bonne débarrassait la table, sa mère a toussé légèrement et a fait signe à Ethan de lui parler en privé. Les lumières de la villa étaient si éblouissantes, plus vives que le soleil doux, qu'il était difficile de lever les yeux. Elles illuminaient ma doudoune légèrement usée et mon jean délavé. C'était la meilleure tenue que je possédais. Je me suis assise sur le bord du canapé de style européen, essayant de me faire la plus petite possible. Les regards des domestiques, subtils mais perçants, papillonnaient sur moi, et j'entendais de légers ricanements comme des couteaux grattant ma fierté. Puis j'ai entendu le cri hystérique de sa mère. Elle doit en vouloir à ton argent, n'est-ce pas? Et elle n'a pas de parents. Que peut-elle bien t'apporter? J'ai eu l'impression que mon cœur avait été brutalement piétiné. La douleur était si intense que je pouvais à peine respirer. Ma tête s'est baissée de plus en plus bas. J'ai enfoncé mes ongles dans mon bras, me disant de ne pas pleurer. La seconde suivante, j'ai entendu une porte claquer. Ethan s'est dirigé vers moi, le visage sombre de fureur. Il a attrapé ma main alors que j'étais recroquevillé sur le canapé. On s'en va. Ethan, si tu franchis cette porte, n'ose plus jamais m'appeler ta mère, a retenti la voix de sa mère derrière nous. On ne te donnera pas un centime. En entendant cela, Ethan s'est arrêté à la porte avant que sa mère ne puisse jubiler. Il s'est retourné, a arraché le cadeau que j'avais apporté et a crié « Vous ne le méritez pas ». C'était le réveillon du Nouvel An. Les rues étaient presque vides, et même le métro ne fonctionnait plus. Nous n'avons eu d'autre choix que de marcher jusqu'à un hôtel. Alors que nous traversions une passerelle, le vent hurlait dans mes cheveux. La ville silencieuse était embrassée de lumière, une mer d'étoiles lointaines, mais aucune d'entre elles n'était pour moi. Sans me retourner, j'ai baissé la tête et j'ai murmuré « Ethan, séparons-nous ». Il n'a rien dit. « Ethan, on devrait ». Il a ouvert sa veste et m'a enlacé par derrière. Il m'a serré fort, en silence, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il me lâchait. La tension était palpable. Il a enfoui son visage dans mon cou et m'a tenu pendant un très long moment. Finalement, il a parlé, sa voix douce mais ferme. « Léa, je te donnerai un foyer. » Quand je suis rentré, Ethan dormait sur le canapé. Je l'ai doucement couvert d'une couverture. Son téléphone s'est allumé avec 2 messages non lus. Ils étaient de Chloé. Elle m'a ramené à la maison. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Miller. » C'était suivi d'un emoji de petite fille mignonne faisant un clin d'œil. Bonne nuit. J'ai senti que je ne devais pas douter d'Ethan, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remonter leur historique de discussion. « Qu'est-ce qu'on mange ce midi, monsieur Miller? Elle vous a préparé une boîte bento? Allez, monsieur Miller. Vous devriez manger à emporter avec nous, les célibataires, de temps en temps. Demain, peut-être. » La date était d'il y a 2 jours. Je me suis souvenu que le lendemain, Ethan m'avait spécifiquement dit de ne pas me lever tôt pour lui préparer son déjeuner. Quand j'ai demandé pourquoi, il m'a enlacé par derrière, a embrassé mon cou et a dit qu'il s'inquiétait que je travaille trop dur et voulait me donner un jour de congé. « Monsieur Miller, quand allez-vous vous marier ?» Le message était accompagné d'un emoji d'une petite fille essuyant ses larmes. Lui, qui répondait instantanément, a mis 10 minutes à répondre à celui-ci. Il a écrit « Je ne sais pas », il a dit qu'il ne savait pas. J'ai reposé le téléphone. Inutile de chercher plus loin. Il n'y avait pas de messages explicites, juste Ethan répondant instantanément à Chloé alors qu'il était avec moi, se référant à moi par « elle ». Mais dans ce contexte, j'avais l'impression d'être la 3e roue du carrosse dans leur relation. J'ai remis son téléphone à sa place, je suis allé dans le bureau et j'ai rangé le rapport médical et le test de grossesse dans le tiroir du bas du bureau, avec notre livret d'épargne. Le vent s'était levé dehors, apportant la chaleur humide d'une pluie légère dans la pièce. J'ai fermé la porte et je me suis assise au bureau, hébété. Pour être honnête, j'ai eu peur quand j'ai reçu les résultats. Je me suis assise à l'entrée de l'hôpital, regardant la circulation, essayant de réfléchir. J'essayais de trouver comment lui dire d'une manière qui ne le dévasterait pas. Devrais-je le dire avec un sourire? « Ethan, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? » S'il choisissait la bonne nouvelle, je lui dirais qu'il allait être père. S'il choisissait la mauvaise nouvelle, je dirais que je plaisantais.
Il me donnerait probablement une pichenette sur le front, et ensuite je lui parlerais du cancer. Il me serrerait sûrement fort dans ses bras par derrière, comme il l'avait fait cette nuit-là, et me dirait de ne pas avoir peur. Je le réconforterais alors, je rirais de son inquiétude et je lui dirais que je n'avais pas peur du tout. Ou devrais-je simplement pleurer et lui dire la vérité? Lui dire que j'étais terrifié, que j'avais peur de la douleur, peur que ça ne puisse pas être guéri, peur que la chimiothérapie me rende chauve, que je ne pourrais plus porter de queue de cheval et que les robes ne m'iraient plus bien. Lui dire que je ne pouvais pas supporter de perdre ce bébé. Nous avions prévu un mur de Lego dans la chambre du bébé de notre nouvelle maison. Il avait dit, on aura une fille et je construirai des Lego avec elle et je lui achèterai plein de belles robes. Il dirait sûrement les choses les plus clichés mais les plus réconfortantes, que je serais toujours la plus belle personne au monde pour lui, que nous aurions beaucoup d'autres enfants, et que celui-ci était juste un peu capricieux, alors on le laisserait partir. Mais avant que je puisse décider, son appel est arrivé. Il a dit qu'il voulait reporter le mariage. J'ai accepté sans la moindre hésitation. Il m'aimait tellement. Il avait tout abandonné pour moi. Comment pouvais-je l'enchaîner pour la vie? À cet instant, j'ai même souhaité qu'il ne m'aime plus. Comme ça, il ne souffrirait pas. Peut-être qu'à ce moment-là, un Dieu a jeté un coup d'œil sur le monde des mortels et a entendu mon souhait. Il ne m'aimait vraiment plus autant qu'avant. Je voulais désespérément vivre, mais je ne savais pas si vivre ferait plus mal que la chimiothérapie. Je suis resté assise dans le bureau toute la nuit, le vent soufflant sur mon visage, mais je n'arrivais pas à savoir quoi faire. Ethan s'est réveillé à 7 heures. Se frottant les tempes, il a poussé la porte du bureau. Vêtu d'un pantalon de costume et d'une chemise bleu clair qui mettait en valeur ses larges épaules et sa taille fine. Il était magnifique à voir. Je n'ai jamais été du genre à juger sur l'apparence, mais son visage pouvait encore me couper le souffle. Il m'a vu assise là et s'est arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai secoué la tête. Rien. Je pense prendre un congé du travail. Ethan a souri et a tendu la main pour m'ébouriffer les cheveux. Tu peux démissionner si tu veux. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas subvenir à tes besoins. Je me suis doucement écarté. Sa main s'est figée maladroitement en l'air avant qu'il ne la retire. Pourquoi un congé? Je suis fatigué ces derniers temps. Si l'on comptait mes petits boulots, cela faisait probablement 9 ans que je travaillais. Je suppose que j'avais le droit d'être fatigué. Je travaillais à temps partiel depuis l'université, juste après mon diplôme. C'est moi qui subvenais aux besoins d'Ethan à l'époque. Il avait coupé les ponts avec sa famille et lancé une entreprise avec son meilleur ami. Nous louions un petit appartement, joignant à peine les deux bouts. Pour économiser $100 sur le loyer, je supportais 1 heure de plus dans le métro. Pour mon service de 8 heures, je devais me réveiller à 5h45. Quand je faisais des heures supplémentaires jusqu'à 21 heures, je ne rentrais et ne me lavais pas avant 23 heures. Je m'endormais à la seconde où ma tête touchait l'oreiller. Nous n'avions ni le temps ni l'argent. Il y a eu une période où Ethan et moi nous sommes à peine parlé pendant une semaine, mais il rentrait toujours à la maison, peu importe l'heure. Une nuit, il a oublié ses clés. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'ai réalisé qu'il n'était pas là et j'ai vu son message. J'ai ouvert la porte pour le trouver endormi sur le paillasson. Il avait eu peur de frapper et de me réveiller, alors il avait simplement décidé d'attendre dehors. Notre période la plus pauvre fut ce premier hiver. Mon entreprise avait 2 mois de retard sur mon salaire, et nous étions fauchés. Ethan est venu me chercher à la station de métro. En traversant la passerelle, nous sommes passés devant un nouveau restaurant de fondue chinoise. Le bouillon épicé aux suives de bœuf était leur spécialité. La file d'attente était longue et l'arôme parfumé et vaporeux était enivrant. Ethan a dit que quand nous aurions de l'argent, notre premier grand repas serait une fondue chinoise. Juste dans ce restaurant. On prendrait un caclon divisé avec un bouillon épicé aux suifs et un bouillon à la tomate, et on commanderait 10 assiettes de rouleaux d'agneau. Pourquoi 10 assiettes? 5 pour regarder, 5 pour cuire, a-t-il dit. Je ne mange pas de fondue avec des gens qui prennent des caclons divisés. Pourquoi es-tu si partial contre les caclons divisés? C'est comme si je ne parlais pas aux gens qui mangent sucré. Il s'est étouffé avec sa propre salive avant de pouvoir finir. Toussant violemment, je me suis précipité pour lui tapoter le dos. Ce faisant, nos regards se sont croisés et nous avons soudainement éclaté de rire. Nous avons ri si fort que nous ne pouvions plus nous tenir droit, attirant les regards des passants. En y repensant maintenant, je n'ai aucune idée de ce que nous trouvions si drôle.
C'était peut-être juste la simple joie d'être pauvres ensemble. Nous avons fini par avoir de l'argent, mais ce restaurant de fondue a fermé. Nous n'avons jamais pu y manger. Une fois que les souvenirs commencent, il est difficile de les arrêter. En pensant au passé, mes yeux se sont soudainement remplis de larmes. Pourquoi pleures-tu, a paniqué Ethan, essuyant rapidement mes larmes. Ne pleure pas, ce n'est rien. Je ne veux juste plus travailler. Je suis si fatigué. Je me suis appuyé contre lui. D'accord, tu te reposes. Si ton patron n'approuve pas ton congé, eh bien, tu démissionnes. D'accord. Ethan s'est agenouillé, me regardant sincèrement, les yeux débordant de tendresse. 8 ans avaient passé. Le gosse de riche impulsif et téméraire était devenu un homme. Je savais que je ne devais pas, mais en regardant ce visage, je ressentais encore une pointe de réticence. Après un moment d'hésitation, j'ai tiré sur sa chemise. Ethan, peux-tu rester avec moi aujourd'hui? Je me suis dit que s'il restait, je mettrais tout sur la table pour lui. Que nous nous séparions ou que nous essayions de réparer les choses, nous étions ensemble depuis 8 ans. Nous méritions une sorte de résolution. J'ai une réunion très importante aujourd'hui, mais je reviendrai tôt. Tu peux rattraper ton sommeil, regarder une série, lire un livre. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. D'accord. J'ai lâché sa chemise. Il m'a bordé et m'a embrassé le front comme il l'a toujours fait. Sois sage. Va dormir. Je ferai toute la vaisselle ce mois-ci. D'accord? Et ton anniversaire est le mois prochain. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Ça te va? J'ai hoché la tête et il a semblé soulagé. Je l'ai regardé fermer doucement la porte de la chambre, puis j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. J'étais de nouveau seul. Je suis d'accord. J'ai baissé la tête, j'ai signé mon nom et j'ai poussé le formulaire d'inscription au don d'organes vers la femme médecin en face de moi. Elle s'appelait Dr Anderson. Elle avait la peau claire et semblait avoir quelques années de plus que moi. Elle a demandé avec inquiétude, « Votre famille est-elle d'accord? S'ils s'y opposent plus tard, ils peuvent faire révoquer cela en votre nom. » Je n'ai pas de famille, ai-je dit avec un petit sourire. Donnez tout ce que vous pouvez. Au moins, quelqu'un visitera ma tombe de temps en temps. Je l'ai regardé et j'ai remarqué une lueur d'excuse traverser son visage. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est pas grave. En fait, votre situation n'est pas si mauvaise. Vous devez être optimiste. Votre humeur affecte grandement votre état, a-t-elle dit, semblant plus anxieuse que moi. La chimiothérapie et la thérapie ciblée affecteront le fœtus, donc je ne recommande pas, je sais. J'avais fait des recherches. Dans les cas moins graves, il y avait une chance que la mère et l'enfant soient en sécurité. Mais dans les cas graves, les médecins déconseillaient de poursuivre la grossesse. Si j'avais eu de la famille avec moi, les médecins auraient peut-être fait un spectacle pour mon bien, me disant que ma maladie n'était pas grave. J'ai lu un post sur un forum hier où quelqu'un disait que si l'on trompe un patient en lui faisant croire qu'il va bien, l'amélioration de son humeur peut conduire à des miracles, mais il n'y avait personne pour me tromper. Je ne pouvais pas la laisser toute seule dans ce monde. Finir comme moi. À cette semaine, il mesure combien? Ai-je demandé en baissant les yeux avec un léger sourire. Je ne sens même rien. Il y a un battement de cœur. Alors son cœur bat vraiment? Oui. Le docteur Anderson devait aimer les enfants. Un petit sourire a effleuré ses lèvres en disant cela. C'est merveilleux. J'ai compté les mois. Si tout se passait bien, le bébé naîtrait en mai prochain. Si tout se passait bien. En voyant mon expression, elle a hésité un moment avant d'écrire quelque chose sur un bout de papier. Voici mon numéro de téléphone. C'est aussi mon WhatsApp. Si quoi que ce soit arrive, contactez-moi directement. Merci, Dr Anderson. Le bus pour rentrer était bondé. Assise, j'ai envoyé un message au Dr Anderson. Bonjour, Dr Anderson. J'ai cherché sur Internet. Ils disent que la grossesse et le cancer en phase avancée peuvent tous deux provoquer des nausées et une perte d'appétit. Je n'arrive pas à faire la différence. Alors que j'attendais sa réponse, quelqu'un m'a poussé. Jeune femme, c'est un siège prioritaire pour les personnes âgées, handicapées et enceintes. Vous devriez vous lever et laisser ce vieux monsieur s'asseoir. Un vieil homme aux cheveux blancs mais alerte se tenait devant moi,
flanqué d'une femme d'âge mûr bien intentionnée. Vous êtes jeune et forte. Rester debout un moment ne vous fera pas de mal, a-t-elle ajouté. D'autres dans le bus se sont joints à la conversation. J'ai sorti mon rapport médical et j'ai souri. Je suis enceinte, j'ai un cancer de l'estomac en phase terminale et je suis sur le point de mourir. Puis-je m'asseoir un moment, s'il vous plaît? Tout le bus est devenu silencieux. À ce moment-là, je pense que la conscience de chacun a été piquée pour une raison quelconque. Après avoir dit cela, j'ai ressenti un sentiment de libération. C'est ça. Je vais mourir. De quoi ai-je encore à avoir peur? Je veux manger une fondue chinoise. Dans l'huile de piment rouge bouillante, Ethan a trempé un morceau de tripe, l'a sorti après 15 secondes et l'a placé dans mon bol. J'ai pris une petite bouchée. C'était croustillant et tendre, mais je ne pouvais pas l'avaler. Depuis 2 jours, j'avais du mal même à déglutir. J'avais mal à l'estomac depuis 6 mois, et j'avais parfois des nausées. Je pensais que c'était parce que je sautais souvent le petit déjeuner et que je mangeais à des heures irrégulières. Depuis que j'étais étudiante, j'avais de mauvaises habitudes alimentaires. Mon corps m'envoyait des signaux d'alarme depuis longtemps, mais je n'y avais pas prêté attention. Faisant semblant de m'essuyer la bouche, j'ai discrètement craché les tripes dans une serviette. J'aurais dû m'en tenir au bouillon non épicé. Alors que je disais cela, Ethan s'apprêtait à me taquiner pour avoir changé d'avis quand son téléphone s'est allumé. Il a rapidement tapé une réponse, un petit sourire sur le visage qu'il n'a lui-même pas remarqué. J'ai posé mon menton sur ma main et je l'ai observé. Parfois, je me demandais, pourquoi fallait-il que ce soit moi qui tombe malade? Pourquoi les gens qui font du mal aux autres vivent-ils longtemps et en bonne santé? La chanson « Joyeux anniversaire » a commencé à jouer. Le personnel du restaurant s'approchait avec un gâteau et un panneau lumineux. Ils ont allumé les bougies pour moi. Il a posé son téléphone et m'a regardé faire un vœu. Ethan. Je te souhaite une vie longue et heureuse. Tu aimes le cadeau? J'ai fait mes devoirs, a dit Ethan, cherchant des éloges. C'était un magnifique peigne en corne de bœuf, lisse et chaud au toucher. Je l'adore, ai-je dit en souriant. Ethan, après le dîner, je veux aller voir notre nouvelle maison. Bien sûr. C'est ton anniversaire. Tout ce que tu veux. Ethan s'est penché pour attacher ma ceinture de sécurité. Il a froncé les sourcils en touchant mon bras. Pourquoi es-tu si mince? Tu es au régime? Tu sais, ça ne me dérange pas que tu prennes du poids. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. Comment dire? Parfois, il était incroyablement peu observateur. Depuis 2 mois, je n'avais pas dit une seule fois que je ne pouvais pas avoir de relations intimes parce que j'avais mes règles, ni ne m'étais recroquevillé au lit en me plaignant de crampes, et il avait oublié de demander. J'ai pensé au message que Chloé lui avait envoyé, demandant un jour de congé à cause de ses règles. Monsieur Miller, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas vous le dire. C'est un truc de fille. Le message était accompagné d'un emoji d'un petit chaton se roulant par terre. Ethan lui a donné 2 jours de congé. Elle a répondu par un « je t'aime ». Ethan n'a pas répondu à cela. La vitre de la voiture était entr'ouverte et la brise du soir parfumé au camphrier me murmurait à l'oreille. Dehors, les lumières de la ville se fondaient en une tapisserie vibrante. Honnêtement, je ne croyais pas qu'Ethan me trompait. L'épreuve était mince. Je pouvais voir clair dans les tactiques manipulatrices et délatrices d'une jeune diplômée. L'emballage déchiré aurait pu être placé là. Le report du mariage n'était peut-être pas à cause de Chloé. Il n'était peut-être pas tombé amoureux de Chloé, mais son amour pour moi avait définitivement vacillé. Il aurait pu choisir un collègue masculin pour l'aider à monter. Il aurait pu poliment mettre fin à ses conversations inappropriées. Il aurait pu ne pas répondre à ses messages si rapidement. Il aurait pu m'aimer un peu plus fermement, comme ce soir du Nouvel An. S'il avait hésité ne serait-ce qu'une seconde quand j'étais humilié, je ne serais pas parti avec lui. L'amour est un choix ferme. L'amour ne vacille pas. Une fois qu'il vacille, franchir la ligne n'est qu'une question de temps. C'était le soir, une heure populaire pour les promenades. En entrant dans le bâtiment, nous avons vu de nombreux voisins avec des enfants bruyants qui couraient partout. Un petit garçon qui courait trop vite m'a heurté. J'ai instinctivement protégé mon ventre. Je suis vraiment désolé. Maxwell, viens ici et excuse-toi. La mère du garçon l'a traîné vers moi.
Cette dame est si mince. Et si tu l'avais fait tomber? La mère avait une voix forte et autoritaire qui a immédiatement maîtrisé le garçon. Si tu blesses quelqu'un de vieux ou de faible, la police t'emmènera en prison. Le garçon s'est affaissé, la tête baissée. Ce n'est pas grave, ai-je dit en m'accroupissant pour le réconforter. Je vais bien. Vous habitez à l'étage, a demandé la mère de Maxwell. Oui, nous n'avons pas encore décidé des rénovations. Nous ne sommes pas pressés. Alors, vous allez bientôt vous marier? J'ai fait une pause et j'ai levé les yeux vers Ethan. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, coupant court à la conversation. L'appartement était une coquille vide. Nous l'avions choisi pour sa lumière naturelle abondante. De l'autre côté de la rue se trouvait une école maternelle, et à quelques pâtés de maisons se trouvaient les écoles primaires et secondaires. J'ai ouvert les fenêtres et allumé les lumières. La brise du soir est entrée, insufflant un peu de vie à l'espace vide. J'ai pris la main d'Ethan et j'ai montré l'école de l'autre côté de la rue. Tu te souviens quand nous avons acheté cet endroit? Tu as dit que les réunions parents-professeurs seraient si pratiques. On jouerait à pierre-papier-ciseaux et le perdant devrait aller se faire gronder. Ethan a souri au souvenir. Je me souviens. Et tu as dit, pourquoi faut-il que ce soit une réprimande? Et qu'est-ce que j'ai dit après ça? Tu as dit que si l'enfant était comme toi, il recevrait toujours des prix et nous ferions des discours en tant que parents exceptionnels. La chambre est assez grande pour une cloison afin que nous puissions avoir 2 bureaux. Tu as arrêté de jouer aux jeux vidéo en 2e année et je m'en suis toujours senti mal. La cuisine a besoin d'une hôte puissante parce que tu voudras certainement faire des fondues chinoises à la maison. Tu as dit que ce serait le mur de Lego où tu construirais avec notre fille. Je me tenais à côté de lui, souriant alors qu'il ouvrait la boîte de nos souvenirs communs. Il se souvenait de toutes les façons dont il m'avait aimé. Mais quand la main qui tenait la mienne si fermement a-t-elle commencé à se desserrer? Pendant un instant, l'homme mûr et bien habillé devant moi s'est estompé et a fusionné avec le souvenir du garçon sauvage et impulsif qui s'était enfui avec moi le soir du Nouvel An. Ils étaient les mêmes, et pourtant non. Je ne voulais pas pleurer, mais les larmes ont commencé à couler. Ethan a été pris de court et s'est précipité pour les essuyer. Pourquoi pleures-tu tout le temps? À quoi penses-tu maintenant? J'ai posé ma tête sur son épaule. Après un long moment, j'ai dit d'une voix étouffée, Ethan, j'aimerais qu'on puisse revenir en arrière. Revenir à quoi? Quand nous étions les plus pauvres. Qu'y avait-il de si génial à ce sujet? Nous avions toujours faim et nous nous faisions bousculer. Pas comme maintenant où nous pouvons manger des fondus quand nous voulons ou prendre des vacances de 10 jours. Oui, nous étions pauvres à l'époque. Nous avions toujours faim et nous nous faisions bousculer. Qu'y avait-il de si génial à ce sujet? Mais pourquoi cela me manquait-il tant? Mon état semble s'aggraver, mais ça ne fait pas si mal que ça. Le docteur Anderson n'avait pas répondu. J'ai tiré la chasse d'eau et la mare de sang que je venais de vomir a instantanément disparu. Propre à nouveau. Si seulement les souvenirs pouvaient être évacués si facilement. J'ai calculé l'argent que j'avais économisé au fil des ans. Chaque centime était durement gagné, donc je ne voulais pas le gaspiller. Je vais tout donner. J'ai envoyé un message à la responsable des ressources humaines de notre entreprise pour lui demander si elle pouvait licencier Chloé et me rendre un service. J'avais compris dans le bus. Je suis une personne simple. Je ne veux pas mourir, mais je ne veux pas non plus qu'il s'en sorte facilement. Il n'y a pas de justice si les gens peuvent mal agir sans en subir les conséquences. C'est moi qui avais embauché cette responsable des RH. Elle avait 25 ans, était célibataire et sans enfant, et avait eu du mal à trouver un emploi parce que les employeurs craignaient qu'elle ne se marie et ne parte immédiatement en congé de maternité. Je l'ai embauchée parce qu'à 25 ans, j'avais été à sa place. C'était une femme de caractère. Sa personnalité était aussi piquante que la cuisine de sa ville natale. Quand elle a vu la photo de l'emballage dans la voiture et les captures d'écran de la conversation, elle a explosé. Dois-je flouter le nom de Monsieur Miller? Pas besoin. Il faut être 2 pour danser le tango. Sœur, ne t'inquiète pas. Si tu le mets à la porte, je suis avec toi. Tu vois, toutes les femmes ont les mêmes standards. Nous ne tolérons pas la trahison, et nous ne supportons pas les jeux de manipulation. Ce n'était pas seulement moi qui étais sensible. Ethan la prendrait probablement dans une demi-heure et m'appellerait ou m'enverrait un texto pour s'expliquer. S'il rentrait en voiture, cela prendrait 40 minutes.
J'ai réfléchi un instant, puis j'ai fait un sac en toile avec ma carte d'identité, mon téléphone et un peu d'argent liquide. Oh, et je devais garder le formulaire de don d'organes avec moi. Avant de fermer la porte, j'ai jeté un dernier regard sur la pièce. Le soleil brillait aujourd'hui, et il n'y avait pas de vent. La machine à laver tournait encore. J'avais mis une lessive avant de partir, oubliant qu'il n'y aurait peut-être personne pour l'étendre. Nous avions vécu ici pendant 3 ans. Chaque recoin contenait un souvenir partagé, le paillasson à l'entrée, le bocal de bonbons sur la table basse que nous avions acheté ensemble mais que nous n'avions jamais fini parce qu'ils avaient un goût horrible. Une tache de graisse sur le canapé où il avait renversé sa soupe épicée et s'était fait gronder par moi. Je ne pouvais plus regarder. Si je le faisais, je ne pourrais pas partir. À la gare, s'il vous plaît, ai-je dit au chauffeur de taxi. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. La ville dont j'étais si fatigué me semblait soudain précieuse, comme si je ne pouvais pas m'en lasser. J'ai bu avidement le paysage. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a souri. Première fois en ville, jeune femme? Non, je pars. Quand Ethan a terminé sa réunion, les photos et les journaux de discussion s'étaient déjà répandus dans les groupes de ragots de l'entreprise. Chloé était à son bureau, les yeux gonflés de larmes, sanglotant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne flirtais pas avec Monsieur Miller. La première pensée d'Ethan fut de confronter Léa. Léa, peux-tu arrêter d'être si déraisonnable? As-tu seulement pensé à la façon dont je suis censé gérer les retombées au travail quand tu as dit ça? Je rentre à la maison maintenant. Il aurait dû le savoir. Quand il l'avait appelé pour reporter le mariage, sa réaction calme était anormale. C'était donc sa vengeance. Pas de réponse à ses textos. Téléphone éteint. Léa n'avait jamais été comme ça. Elle disait toujours ce qu'elle pensait. Sur le chemin du retour, la colère d'Ethan s'est lentement dissipée et a été remplacée par une panique soudaine et viscérale. Il avait le même sentiment sans fondement depuis cette nuit où il était rentré ivre. Elle agissait étrangement ces derniers temps. Allait-elle rompre avec lui? Il a garé la voiture et s'est précipité à l'étage. L'appartement était vide, mais la machine à laver tournait encore. Le bruit de l'essorage était un petit réconfort. Elle était probablement juste en colère. Elle avait éteint son téléphone pour être un peu seule. Elle reviendrait probablement le soir. Ce n'était pas grave. Il n'avait pas triché. La chose dans la voiture n'était pas à lui. Et les journaux de discussion n'étaient pas explicites. Il avait juste un léger béguin pour la nouvelle fille, Chloé. Elle était pleine de vie, et elle ne le traitait pas avec la déférence habituelle d'une subordonnée, ce qu'il trouvait rafraîchissant. Il avait eu une pensée fugitive, mais il n'avait franchi aucune ligne. Il la voyait juste comme une petite sœur mignonne, c'est tout. Ils avaient eu des disputes comme ça avant. Ils se disputaient, Léa se mettait à pleurer. Il s'agenouillait pour essuyer ses larmes, s'excusait sincèrement et promettait de faire la vaisselle le mois suivant, et ils se réconciliaient. Cette fois ne serait pas différente. Ils étaient ensemble depuis 8 ans. Ils se connaissaient par cœur. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ethan a poussé un soupir de soulagement et s'est affalé sur le canapé, se préparant à l'appeler à nouveau. Juste à ce moment-là, un appel est arrivé du vice-président de l'entreprise, son colocataire d'université et partenaire commercial, Marc. Mec, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne sais pas qu'il ne faut pas merder là où tu bosses? J'ai viré cette Chloé. Tu dois t'excuser auprès de Léa. Maintenant. Tu n'abandonnes pas celle qui a été avec toi dans les bons et les mauvais moments. Ne sois pas un idiot. Les mots de Marc ont ravivé la colère d'Ethan. Il a rugi dans le téléphone. Je ne sais pas pourquoi elle est si folle. Je n'ai rien fait de mal. Je ne peux même pas la trouver. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Elle s'est enfuie de la maison? Elle est retournée chez sa mère. Je suis un expert en la matière. Frère, vérifie ses affaires. Voici ses vêtements, sa carte d'identité et ses bagages sont partis. Si c'est le cas, elle a certainement acheté un billet pour rentrer chez elle. Tu dois appeler ta belle-mère. Excuse-toi et apporte des cadeaux. S'enfuir. Où irait-elle? D'autres filles rentreraient chez elles en pleurant, attendant que leur petite amie vienne ramper. Mais elle. Ethan connaissait le passé de Léa.
Elle avait été abandonnée à la naissance et élevée par une femme âgée qui vivait de la collecte de ferraille. La femme était décédée quand Léa était au lycée. C'est pourquoi elle avait toujours travaillé à temps partiel, subvenant à ses propres besoins. Où pouvait-elle bien aller? Ethan a vérifié la chambre. Sa carte d'identité était partie, mais tous ses vêtements étaient là. Elle n'avait pas pu aller loin. Elle était probablement juste sortie pour un repas, faire du shopping. Elle utiliserait sa carte et sa colère se calmerait. 24 heures se sont écoulées. Léa n'est pas revenue. Ethan faisait les 100 pas dans la pièce. Laisse passer un autre jour. Ensuite, nous devrions appeler la police, a dit Mark en tapotant l'épaule d'Ethan. Je sais comment ça se passe. Elle bloque ton numéro. Mets tes conversations en sourdine, mais elle vérifie toujours son téléphone. Tu dois juste la bombarder d'excuses. Elle finira par répondre. Ethan avait le pressentiment que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. C'était peut-être parce que Léa avait été si différente ces derniers temps. Elle n'avait pas affectueusement passé son bras sous le sien depuis longtemps. Elle n'avait pas souri joyeusement depuis longtemps. Ce jour-là, quand il avait ouvert la porte du bureau, elle se tenait près de la fenêtre, éthérée comme un filet de fumée. On aurait dit que s'il s'approchait, elle se dissiperait. Il se souvenait du regard dans ses yeux quand elle s'était tournée vers lui. De la déception avec une pointe de désir. C'était la première fois qu'il voyait une telle expression sur son visage. 48 heures se sont écoulées. Pas de nouvelles de Léa. Appelle la police, mec. Quelle est votre relation avec la personne disparue, Madame Léa, a demandé l'officier. Êtes-vous son mari? La question a arrêté Ethan net. Non, je suis son petit ami. Le policier a hoché la tête d'un air entendu, comme pour dire, oh, une querelle de couple. Normal. Essayez de vous souvenir de tout ce qu'elle a dit avant de partir ou des endroits où elle aurait pu aller. Nous allons enregistrer une déclaration. Ils enregistreraient une déclaration. Les mots non dits étaient, mais nous ne pouvons pas ouvrir une enquête. Mark a expliqué à Ethan que cela ne pouvait pas être traité comme une affaire de personne disparue puisqu'il n'était pas un parent direct. Ethan a réfléchi longuement à la personnalité de Léa, aux choses qu'elle avait dites en plaisantant. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Si jamais tu me fais du tort, je ferai de notre rupture un cauchemar. Je prendrai tout l'argent que nous avons gagné en compensation de ma jeunesse gâchée. Donc, ce n'était pas juste un caprice. C'était une rupture définitive. Alors, ce jour-là dans le bureau, elle avait senti quelque chose et prévoyait de prendre son indemnité de départ. Ethan a appuyé sur l'accélérateur et a filé à la maison. C'est tout Léa, ça. Entre un homme et l'argent, elle choisit fermement l'argent, a plaisanté Mark depuis le siège passager, essayant de détendre l'atmosphère. Ne plaisante pas avec ça. Il a ouvert le tiroir du bureau. Le livret d'épargne était là. Les cartes bancaires étaient là. Et à cet instant, Ethan a senti tout le sang de son corps lui monter à la tête. Alors, frère, avec combien elle s'est barrée, a commencé à demander Mark, tapotant joyeusement l'épaule d'Ethan. Ethan ne semblait pas l'entendre. Il s'est mis à trembler, a pris son téléphone et a composé son numéro encore et encore, pour obtenir le même message de téléphone éteint. Léa, s'il te plaît, décroche. Léa, je t'en supplie, décroche le téléphone. Mark a regardé l'homme frénétique et désorienté devant lui. Il connaissait Ethan depuis 9 ans. Il l'avait vu ambitieux, l'avait vu fauché, mais il ne l'avait jamais vu aussi paniqué. Il ressemblait à un homme dont l'âme avait été arrachée, effondrée sur le sol. Léa avait-elle pris tout l'argent? Avec cette pensée, Mark a prudemment poussé la porte. À l'intérieur, Ethan était assis par terre, le dos tourné, tenant un rapport médical dans une main, l'autre emmêlé dans ses cheveux dans un geste d'impuissance totale. Mark a vu que ses yeux étaient rouges. La seconde suivante, les larmes ont commencé à couler. Cherchant désespérément une lueur d'espoir, Ethan a lu les quelques lignes du rapport encore et encore jusqu'à ce que les mots deviennent flous. C'est celui de Léa? Elle est malade. Elle est enceinte. Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Quoi? Ethan était assis à l'entrée de l'hôpital. Les yeux rouges, il écrasa une autre cigarette. Il ne trouvait pas le mot juste pour se décrire. Il vit le nom du médecin sur le rapport et se précipita à nouveau dans l'hôpital pour la trouver.
Quelle est votre relation avec la patiente? Le nom du médecin était Anderson. Elle était jeune, mais elle parlait avec la lassitude de quelqu'un qui a trop vu la vie et la mort. Je suis son petit ami. Un petit ami n'est pas de la famille. Je ne peux pas divulguer d'informations sur le patient en raison des lois sur la confidentialité. Docteur Anderson, je vous en supplie. Je ne peux pas la trouver. Ethan était au bout du rouleau. Le docteur Anderson était sa seule bouée de sauvetage. Je ne peux rien vous dire. Mais ce jour-là, ce que la patiente n'a pas dit. Je ne peux pas le dire non plus. Le docteur Anderson regarda l'homme débraillé aux yeux rouges devant elle sans la moindre trace de pitié. Seulement un sentiment de ridicule. Si vous étiez un homme bien, Léa n'aurait pas dit qu'elle était seule quand elle est venue ici. Vous devriez savoir mieux que moi où elle aurait pu aller, a déclaré le docteur Anderson en appuyant sur le bouton d'appel. M. Miller, s'il vous plaît, ne prenez pas le temps des autres patients. Ethan était assis, hébété, à l'entrée de l'hôpital. Les voitures défilaient. Les gens marchaient la tête baissée, pressés. Leurs pas étaient comme le vent, comme une rivière, pressés et absorbés par eux-mêmes. Tout le monde avait un endroit où aller, mais lui n'en avait aucun. Il a vu la date du diagnostic initial sur le rapport. Cet après-midi-là. Qu'est-ce qui traversait l'esprit de Léa lorsqu'elle a reçu deux nouvelles qui allaient changer sa vie à la fois? Elle avait facilement peur. A-t-elle eu peur? Elle pleurait si facilement. S'est-elle assise ici toute seule en pleurant pendant longtemps? Ethan ne le savait pas. Il aurait dû être à ses côtés. Que faisait-il à ce moment-là? Il était à un dîner d'affaires. Chloé lui avait versé un verre de vin, trinquant avec son jus, et il l'avait bu d'un trait. Ethan a admis que lorsqu'il a vu Chloé dans sa robe d'été, ses pensées n'avaient pas été entièrement honorables. Et puis il a passé cet appel, lui disant qu'il devrait attendre pour le mariage. Il l'avait rejetée en premier. C'est pourquoi elle n'avait rien dit. C'était bien Léa. Une fois rejetée, elle n'en reparlerait jamais. Probablement à cause de son enfance. C'était une personne très sensible, sensible à l'amour et sensible à son absence. Comme la fois où elle voulait un chat. Qu'avait-il dit? Ce n'est pas le bon moment pour nous d'avoir un animal de compagnie. Léa le savait mieux que lui. Alors, elle caressait simplement les chats qu'elle rencontrait dans la rue ou à l'animalerie. Elle touchait doucement la patte d'un chaton à travers la vitre. Elle en voulait ainsi désespérément, mais elle l'a quand même laissé l'entraîner. Il aurait dû lui en acheter un. Ils avaient de l'argent à l'époque. C'était juste un chat. Tout comme se marier, ils auraient pu simplement le faire. Le reste de leurs problèmes aurait pu être résolu au cours des 50 prochaines années. Mais à l'époque, ils pensaient qu'après 8 ans ensemble, leur vie était si entrelacée que le mariage ne semblait pas avoir d'importance. C'était un lâche. Ce n'était qu'un bout de papier. Pourquoi était-il si avare avec ça? Frère, connecte-toi à ses applications de voyage. Vérifie ses réservations. Vois où elle a réservé un hôtel ou acheté un billet. La suggestion de Marc le secoua. Elle était allée dans une petite ville obscure, puis avait pris un taxi. La commande indiquait comme destination un supermarché dans un village isolé. Au pied d'une montagne se trouvait un petit supermarché délabré et un bus qui ne passait qu'une fois de temps en temps. Ethan ne savait pas pourquoi elle était venue ici, mais le village était petit, donc se renseigner sur les allées et venues d'une étrangère était relativement facile. Ethan a montré sa photo au propriétaire du supermarché. Je crois qu'une jeune femme comme ça est passée il y a quelques jours. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle est restée assise là tout l'après-midi, sans dire un mot. La femme du propriétaire a ajouté, je pense qu'elle est partie avec le bus plus tard. Où s'est-elle assise? Sur la colline derrière nous, a dit la femme en désignant du menton. Il y a un vieux cimetière là-haut. Il est là depuis des années. C'était plus un monticule qu'une montagne. Juste une courte marche. Ethan a payé la femme du propriétaire, et elle l'a conduit jusqu'ici. Une petite tombe en terre sans nom, seulement un tas de cendres de papier brûlé. Léa n'avait pas de parents, seulement la grand-mère qui était décédée quand elle était au lycée. Léa avait dit qu'après leur mariage, elle l'amènerait ici pour rencontrer sa grand-mère. Pourquoi pas maintenant? Non. Et si on se sépare? L'expression de Léa était sérieuse. Ma grand-mère a été très bonne avec moi. Je ne peux pas te la présenter à la légère. Je serai bon avec toi aussi.
Alors ta grand-mère te rendra visite dans tes rêves et te grondera de ne pas avoir amené ton petit-fils par alliance la voir plus tôt. Laisse-moi tranquille. Ethan. Léa, sois honnête. N'ai-je pas été bon avec toi? Il n'avait pas été bon avec elle. Elle n'avait personne, alors sa grand-mère devait lui manquer. À quoi pensait-elle cet après-midi-là? Assise ici, s'est-elle plainte de lui, ou n'a-t-elle pas du tout parlé de lui? Ethan ne le savait pas. Il ne savait pas grand-chose du passé de Léa, seulement qu'elle était réticente à en parler. Chaque fois qu'il abordait le sujet de sa famille, ses yeux se remplissaient de larmes. Il se souvenait des difficultés qu'ils avaient rencontrées après qu'il ait coupé les ponts avec sa famille. Il était tombé en se précipitant pour prendre le métro pour un rendez-vous client, s'écorchant le genou. La peau et le tissu de son pantalon s'étaient collés ensemble. Cette nuit-là, enlever son pantalon fut une agonie. Léa était assise à côté de lui, appliquant un antiseptique, le sermonnant pour son imprudence. Qu'avait-il dit? Il lui avait dit que ça ne faisait pas mal, d'arrêter d'être si tatillonne, que c'était agaçant. Alors, elle a appuyé plus fort, tamponnant l'iode sur sa blessure. Il a crié de douleur exagérée. C'était lui qui avait mal. Mais d'une manière ou d'une autre, ses larmes se sont mises à couler. Et, ne pleure pas. Je plaisantais. Ça ne fait vraiment pas mal. Mais Léa pleurait simplement. Il ne pouvait pas comprendre comment une si petite personne pouvait produire autant de larmes. Quand elle a finalement séché ses yeux, elle a levé les yeux vers lui. Ses yeux lisaient, « Ethan, tu as une famille. Tu devrais rentrer chez toi. Ne gâche pas ta vie avec moi. » Je ne rentre pas. Ils ne veulent plus de moi. Aucun parent n'arrête vraiment d'aimer son enfant. Ils étaient juste en colère. Elle savait mieux que quiconque que de tels parents existaient. Non, s'ils ne veulent pas de toi, je ne veux pas d'eux, avait-il dit, faisant semblant d'être en colère. Si tu essaies de me renvoyer encore une fois, je serai vraiment en colère. Elle l'avait regardé, stupéfaite un instant, puis elle avait souri. Il n'a jamais compris comment les filles pouvaient passer des larmes au rire si rapidement, mais elle était si mignonne avec ses yeux rougis et son sourire. Pendant 6 ans, dans sa fierté juvénile, il n'était jamais retourné à la maison. Puis l'entreprise a finalement commencé à prendre forme. Tu devrais leur acheter un cadeau. Va t'excuser auprès de ta mère. Elle doit beaucoup te manquer, lui avait conseillé Léa. Elle n'avait jamais connu la chaleur de l'amour d'un parent. Alors elle était tendre, prompte à pardonner même après que sa mère ait dit des choses si cruelles. Elle disait qu'être mère était difficile, qu'elle l'avait porté pendant 10 mois et avait travaillé dur pour l'élever et qu'il ne devait pas lui briser le cœur. Avant qu'il ne puisse se sentir touché, elle avait ajouté en faisant la moue, mais je ne la vois pas, d'accord, donc elle était rancunière. C'était l'automne, le vent du soir et les souvenirs étaient aussi tranchants qu'une lame, coupant dans son cœur. La vision d'Ethan s'est brouillée. Il a tâtonné pour allumer une cigarette, mais ses mains tremblaient trop. Sa gorge et sa poitrine semblaient écrasées par un poids lourd. Il ne pouvait pas l'avaler, ne pouvait pas le cracher. Ça l'étouffait. Quel monstre il avait été. Quand il la trouverait, il lui achèterait immédiatement un chat. Ensuite, qu'elle le veuille ou non, il la traînerait à la mairie. Il ne la laisserait plus jamais faire la vaisselle. Plus jamais jouer à pierre-papier-ciseaux pour décider qui cuisinait. Il ferait tout. Grand-mère, je suis désolé. Je n'ai pas bien pris soin de Léa. Elle est en colère contre moi. Je ne sais pas si elle me pardonnera un jour. S'il vous plaît, aidez-moi à la trouver. Sa piste s'arrêtait là. Elle n'avait utilisé aucune application pour acheter des billets ou réserver une chambre. Ethan a posté sur ses réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. C'est leur ancien conseiller d'université qui a vu le message et l'a contacté. J'ai entendu dire par des étudiants que quelqu'un a vu Léa sur le campus. Elle était retournée dans la ville où ils avaient fait leurs études. J'ai vu ton post. Je pensais que vous seriez déjà mariés, a dit le conseiller. Votre histoire d'amour était légendaire dans votre promotion. Avant qu'il ne puisse aller à l'université pour la chercher, il a reçu l'appel de l'hôpital. La nouvelle est arrivée comme une vague dévastatrice et écrasante. Le chagrin ne vous laisse pas le temps de vous préparer. Il attend dans l'ombre, prêt à frapper. Elle avait le formulaire de don avec elle. C'est un tel gâchis, si jeune. Les gens s'affairaient dans les couloirs de l'hôpital, leurs visages sombres. Cet endroit n'était pas étranger aux larmes et au chagrin.
Même les dieux s'étaient habitués aux séparations ici, passant sans un second regard. Il l'avait poursuivi. Mais il était toujours un pas derrière. Elle devait le haïr au point de ne rien lui laisser. Quelle est votre relation avec elle? Je suis son petit ami. Selon le règlement, je ne peux pas vous les donner. Vous n'êtes pas de la famille. Je vous en supplie. Ethan a attrapé la manche de l'infirmière et s'est effondré à genoux. L'infirmière, tenant une boîte de ses affaires, avait l'air troublée. S'il vous plaît, je ne sais vraiment plus quoi faire. Les passants le regardaient. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous me rendez la tâche très difficile. Ces objets doivent être remis à la police pour que la famille les réclame. Et s'il n'y a pas de famille pour les réclamer? Ils pourraient être détruits. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas les donner à n'importe qui. Mark a relevé Ethan, s'excusant profusément auprès de l'infirmière. Ne lui complique pas la tâche. Elle ne fait que son devoir. Il n'y a rien de valeur là-dedans. J'appellerai un ami au commissariat. Voir si on peut trouver un arrangement. Si tu continues à faire une scène, ça va être impossible. Mark a entraîné Ethan, moitié en l'amadouant, moitié en le dupant. Allons manger quelque chose d'abord. D'accord? Même si tu peux le supporter, moi je ne peux pas. Allons à cet endroit. Ethan n'avait pas mangé depuis 2 jours. Mark était soulagé de l'entendre parler. Il a garé la voiture à l'entrée de l'université. Le restaurant de soupe de nouilles au bœuf était toujours là. Le couple qui le possédait avait maintenant des filles jumelles, riant et se poursuivant au soleil. Ethan, c'est toi. La femme du propriétaire l'a reconnu, son visage s'illuminant. Elle a regardé derrière lui. Où est Léa? Elle n'est pas venue avec toi. La soupe de nouilles au bœuf et un pain plat croustillant et chaud ont été servis. Mark savait qu'Ethan n'avait toujours pas surmonté son aversion pour la soupe de nouilles au bœuf. Il mangeait machinalement. Quand la nausée lui est montée à la gorge, il s'est forcé à avaler, à la repousser. Mark voulait dire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Il a regardé avec un froncement de sourcils Ethan finir son bol. Il était assis la tête baissée, silencieux. Mark ne pouvait pas voir son visage, seulement les larmes qui tombaient une par une. Il a baissé la tête encore plus bas, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. J'allais l'épouser, mais je ne saurais jamais si Léa voulait encore se marier avec moi. Je ne le saurais jamais maintenant. Mark a réussi à obtenir le téléphone de Léa. Le mot de passe était sa date de naissance. Il le savait. Il a ouvert ses messages. Le premier était de lui. Léa, ne sois plus en colère. Quand tu reviendras, on prendra un chat. D'accord? Il a fait défiler vers le haut. Il y avait plusieurs messages non lus de lui. Léa, ne fais rien de stupide. Appelle-moi quand tu verras ça. Léa, j'ai eu tort. S'il te plaît, parle-moi. Léa, peux-tu arrêter d'être si déraisonnable? As-tu seulement pensé à la façon dont je suis censé gérer les retombées au travail quand tu as dit ça? Je rentre à la maison maintenant. Elle les avait tous vus. Il a vu un contact nommé Dr. Anderson. Dr. Anderson, je suis désolé de vous déranger à nouveau. Je n'ai juste personne d'autre à qui parler. Il y avait un intervalle d'une demi-heure entre les messages. Elle a écrit, Docteur, j'ai si peur. Je ne veux pas mourir. Le docteur Anderson devait dormir. Elle n'avait pas répondu. Puis, un long silence. Elle ne l'avait plus dérangé. C'était la nuit après son dîner d'anniversaire. À 3 heures du matin, il dormait profondément à côté d'elle. Elle préférait parler à un médecin qu'elle connaissait à peine plutôt que de le réveiller. À quel point était-elle déçue de lui? Docteur, si ça ne fait pas très mal, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas grave? Non. L'absence de douleur pourrait signifier que la maladie s'est largement étendue. Les symptômes varient d'une personne à l'autre. Je vois. Merci, docteur. Ethan était assis par terre, ouvrant machinalement chaque application qu'elle avait utilisée. Sur son application de shopping, elle avait cherché des vêtements de bébé, des manteaux d'hiver pour homme et un voile de mariée. Sur un forum, elle avait cherché « cancer de l'estomac pendant la grossesse » et « combien de temps peut-on vivre avec un cancer de l'estomac ?» Elle avait demandé à rejoindre un groupe de journal de cancer. L'administrateur venait d'approuver sa demande la veille.
Elle avait aussi cherché des appartements à louer près de l'université. Ethan se souvint soudain de ce qu'elle avait dit cette nuit-là. Ethan, j'aimerais qu'on puisse revenir en arrière. Elle voulait revenir au passé parce que l'Ethan du passé était là. L'Ethan qui mangerait de la soupe de nouilles au bœuf pendant un an juste pour la conquérir. Qui se tiendrait à ses côtés sans hésitation quand elle était au plus bas, qui, sans rien à son nom, la serrait fort et dirait « Je te donnerai un foyer. Nous n'aurons plus à chercher un endroit où vivre. Personne ne pourra nous mettre dehors. » Il se souvenait encore du jour où elle avait dit oui. Il l'attendait après les cours. Le vent était si fort qu'on aurait dit un ouragan. C'était la 9e fois qu'il lui demandait de sortir. Il pensait qu'elle le rejetterait encore, comme les 8 fois précédentes, mais Léa avait rougi et hoché la tête. C'était comme si le vent s'était arrêté et que le monde entier était devenu silencieux. L'Ethan de l'époque n'était pas l'Ethan d'aujourd'hui, qui disait qu'il l'aimait mais la faisait toujours attendre. Ceux qui ont vraiment l'intention de partir ne disent jamais au revoir. Ils choisissent juste un après-midi ensoleillé, mettent leur manteau préféré, sortent par la porte et ne reviennent jamais. L'insomnie d'Ethan a commencé. Parfois, il ne pouvait pas dire s'il dormait ou s'il était éveillé. Le neurologue ne lui prescrivait qu'une dose minimale de médicaments. Mark pensait qu'Ethan avait perdu la raison. Il dépensait une fortune en voyant. La plupart d'entre eux étaient des escrocs, prenant son argent et racontant des histoires à dormir debout. Ils étaient si manifestement faux que même Mark ne pouvait pas le supporter. Il disait que Léa lui avait pardonné, qu'elle voulait toujours l'épouser, qu'elle ne l'avait jamais détesté. Ethan écoutait attentivement, et quand il entendait que Léa voulait toujours l'épouser, il souriait doucement. Alors, s'il vous plaît, dites-lui de m'attendre. Il avait souvent des hallucinations où Léa était encore là. L'eau chaude coulait toujours. Les lames de rasoir étaient encore aiguisées. Son shampoing n'était pas fini. Sa serviette était toujours accrochée dans la salle de bain. Ethan se souvenait qu'elle avait dit que cette marque de shampoing était bon marché et bien, mais qu'elle était en fin de production. Elle lui demandait ce qu'il aimait chez elle. Il disait toujours que c'était ses longs cheveux noirs. La vérité qu'il n'admettrait jamais, c'est que c'était le coup de foudre. Il sortait juste d'une nuit blanche de jeu dans un cybercafé quand il l'a vue. Elle donnait un bol de soupe chaude et un pain plat à une vieille femme qui ramassait de la ferraille, disant que c'était la maison qui offrait, mais il l'a vue payer secrètement. C'était la fin de l'automne. La faible lumière jaune traversait la brume matinale, illuminant son visage. Il a cru voir un ange. Bien sûr, il aurait préféré mourir plutôt que d'admettre à ses amis qu'il était tombé amoureux d'une fille gentille. Ils parlaient tous d'aimer les filles avec de grosses poitrines et la peau claire. S'il disait qu'il aimait une fille gentille, quelle ringardise ce serait? Alors, il disait simplement qu'il aimait ses longs cheveux. En vérité, long ou court, ça n'avait pas d'importance. Même si elle était chauve, ça n'aurait pas d'importance. Il l'aimait tout autant. Mais Léa, malgré toute sa gentillesse, était rancunière. C'est pourquoi, même dans la mort, elle avait fait don de tout ce qu'elle pouvait. Elle ne lui laisserait rien à quoi se raccrocher, pas même un endroit où il pourrait s'excuser. Son odeur s'estompait de la pièce. C'était étrange, mais les femmes avaient vraiment un parfum unique. Les gens disaient que c'était juste le parfum qui s'infiltrait dans la peau, mais Ethan savait que c'était différent. Il avait vu d'autres filles au bureau porter la même marque de parfum, mais seule elle avait cette odeur qui lui apportait la paix. C'était comme un chat réchauffé par le soleil, comme une couverture douillette un jour de pluie, comme quelque chose de familier qu'il ne pourrait jamais mettre en mots. Quand il ne pouvait pas dormir ou se sentait mal, il la serrait simplement contre lui, enfouissait son visage dans son cou comme s'il se blottissait contre un chat, et ressentait un sentiment de calme immédiat, comme un patient arrivant à un hôpital. Ses affaires étaient tout autour de lui. Son odeur flottait encore dans la pièce. On aurait dit que n'importe quel après-midi ensoleillé, elle pourrait ouvrir la porte et dire en riant « Je t'ai eu ? Tu as vraiment pleuré ? D'accord, d'accord. Ne sois pas en colère. Je ferai la vaisselle. D'accord. Le moment où un être cher meurt n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est la pièce silencieuse l'après-midi, la fenêtre sombre quand on rentre à la maison le soir, et l'espace vide sur l'oreiller quand on se retourne au milieu de la nuit. Avant que sa conscience ne sombre dans l'obscurité, Ethan a fait un vœu. Il voulait revenir au jour où le vent s'est arrêté.